On a tendance à voir les jeux en ligne comme une simple distraction, n'est-ce pas? Pourtant, si on gratte un peu la surface, on découvre qu'ils peuvent devenir de véritables univers sociaux, avec une architecture invisible aussi riche que la nôtre. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors voilà la question centrale. Comment est-ce qu'une activité qui démarre seule face à son écran peut se métamorphoser en une communauté bouillonnante de vie et hyper connectée? Pour comprendre ce phénomène, la première chose à faire, c'est de changer notre regard sur ce qu'est un jeu. À la base, l'interaction est très simple. C'est une personne et une machine. Une expérience qui semble purement individuelle. Sauf que très vite, ces espaces numériques évoluent. Ils deviennent ce que les sociologues appellent un tiers-lieu, c'est-à-dire un point de rendez-vous essentiel pour la vie sociale, qui devient tout aussi important que le café du coin ou le parc où l'on se retrouve. Bon, d'accord. Mais comment on passe de l'individu au groupe? Tout commence avec les premières interactions sociales, qui créent une sorte de monnaie d'échange qui n'a absolument rien à voir avec l'argent. C'est exactement ce que le théoricien Howard Rheingold a nommé le capital social en ligne. C'est une richesse, oui, mais une richesse invisible, qui est faite de confiance, de normes communes et surtout d'entraide. Ce n'est pas une question d'argent, non. C'est une monnaie d'aide mutuelle, de savoir, de confiance qui s'échange constamment entre les joueurs. Chaque petit conseil partagé, chaque mission réussie en équipe, c'est comme un dépôt dans la banque de la communauté. Et comme Rheingold l'avait déjà remarqué avec les toutes premières communautés en ligne, cet effort collectif, ce capital social finit par avoir des conséquences très concrètes, bien réelles. Mais ce qui est peut-être le plus fascinant, c'est que cette vie communautaire ne reste jamais sagement enfermée dans les limites du jeu. Pas du tout. Elle déborde, elle s'étend bien au-delà de l'écran. La chercheuse T.L. Taylor a donné un nom à ce phénomène, le jeu entre les mondes. L'idée, c'est que la culture du jeu se propage sur toute une constellation d'autres plateformes. En fait, le logiciel officiel du jeu, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La vraie vie culturelle, le cœur battant de la communauté, il est ailleurs. Il se passe sur les serveurs Discord, les forums, les tutos YouTube, tout un écosystème créé et géré par les joueurs eux-mêmes. Et pour illustrer ça, il y a un exemple absolument spectaculaire, la diaspora d'Uru. C'est l'histoire d'une communauté dont le jeu, Uru, a tout simplement été arrêté par les développeurs. On pourrait croire que c'est la fin de l'histoire, mais pas du tout. La communauté n'est pas morte, elle a migré, elle a reconstruit sa culture dans d'autres maisons numériques, et à la fin, elle a carrément réussi à récupérer son monde d'origine, mais cette fois, selon ses propres règles. C'est une histoire de résilience assez incroyable. Et cette histoire, justement, elle met en lumière une tension fondamentale dans la façon dont ces mondes numériques sont construits. Un concept parfaitement résumé par Eric S. Raymond. Raymond oppose deux modèles. D'un côté, il y a la cathédrale, une création magnifique, très planifiée, contrôlée du haut vers le bas. Et de l'autre, le bazar, un espace un peu chaotique, foisonnant, mais entièrement animé par sa communauté. La cathédrale, en gros, c'est le jeu tel que l'ont pensé les développeurs. C'est le monde officiel. C'est souvent très beau, très propre, mais ça peut aussi être rigide, lent à s'adapter, et parfois un peu déconnecté de ce que veulent vraiment les joueurs. Et en face, on a le bazar. Ça, c'est le monde de la communauté. Les forums, les serveurs Discord, les wikis. C'est désordonné, c'est certain, mais c'est aussi incroyablement vivant, réactif. C'est là que le jeu respire et évolue pour de vrai. C'est ça, la puissance du bazar. C'est sa capacité à puiser dans l'intelligence collective de tous ses membres, transformant des milliers de joueurs en collaborateurs. Alors, si on met tout ça bout à bout, comment est-ce que ce monde social finit par émerger? En fait, on peut voir ça comme un parcours en 3 grandes étapes. Tout commence par la création de ce fameux capital social à l'intérieur du jeu. Ensuite, cette culture déborde et s'installe hors du jeu, sur Discord et les forums. Et enfin, ce bazar devient si vivant, si essentiel, qu'il prend le pas sur la cathédrale officielle. C'est le passage d'un simple hobby à un vrai sentiment d'appartenance. Et au bout du compte, la conclusion est assez radicale. La communauté devient la véritable propriétaire de son monde. C'est une force qui peut se révéler bien plus puissante et plus durable que les créateurs originaux eux-mêmes. Cette prise de pouvoir par les joueurs, elle laisse songeur. Si des communautés sont capables de construire et de s'approprier des mondes virtuels entiers aujourd'hui, que construiront-elles demain et où? La question reste ouverte.